Qui est Alessio Romagnoli? Déjà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, un joueur qui est arrivé à Milan très jeune, qui s'est imposé très vite, qui est devenu un élément important du 11 rapidement, un élément important au sein de l'AC Milan, donc au sein d'un club qui a une histoire immense, qui est un monstre européen et qui a choisi de l'avoir comme capitaine. Il est capitaine depuis le départ de Bonucci en 2018, il est également international italien, c'est un 95 donc il a 26 ans, et surtout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que c'est un joueur qui est très courtisé depuis des années. Son agent s'appelle Mino Raiola, c'est également l'agent de Donnarumma, un autre joueur important à Milan, un autre joueur qui s'est imposé très rapidement à Milan, un joueur qui négocie actuellement une prolongation de contrat et qui sera libre cet été s'il ne prolonge pas. Ce sera aussi le cas de Romagnoli en 2022, lui aussi est en fin de contrat, lui non plus n'a pas encore prolongé, et c'est justement de ça que nous allons parler. Parce que si d'un côté le club négocie avec Raiola pour Donnarumma, de l'autre les discussions ne semblent pas avancer. Romagnoli est capitaine, ses performances sont en baisse, c'est important de le préciser. La question qu'on peut se poser, qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que cette situation l'aide à se relever? Est-ce que cette situation est idéale pour performer? Est-ce que savoir qu'il te reste 1 an de contrat, que selon Di Marzio l'idée d'une prolongation n'a même pas été évoquée par ton club, celui que tu représentes en étant son capitaine, peut t'inquiéter, peut occuper ton esprit, te faire douter, donc ne plus être toi-même sur le terrain. Pendant des années Romagnoli a été, aujourd'hui à l'instant T il n'est plus, doit-on le condamner? Je n'ai pas de réponse à ces questions, je n'ai jamais été dans cette situation, chacun aura sûrement un avis différent, mais cette histoire m'en rappelle une autre, et il serait peut-être bon de s'en inspirer, ou juste d'en prendre connaissance. Connaissez-vous Presnel Kimpembe? C'est un joueur du PSG, un joueur formé au PSG qui est actuellement titulaire, qui est vice-capitaine de son club de cœur, qui est performant, mais qui a traversé une période un peu compliquée il y a quelques mois, je devrais même dire il y a quelques années. En 2019, son club affronte Manchester United à domicile en Ligue des Champions, nous sommes en 8ème de finale, le PSG a très facilement gagné le match aller, mais ce soir-là, le PSG va s'incliner, le PSG va se faire éliminer et Kimpembe, qui était l'un des héros du match aller, va offrir un penalty dans les toutes dernières minutes de la rencontre, va offrir le but de la qualification à Manchester United. Il va avoir du mal à s'en remettre, après ce match il va enchaîner les performances dégueulasses et en parallèle, dans la presse, on va annoncer que le club se pose des questions. On annonce aussi que le PSG veut absolument signer Matthijs de Ligt. À ce moment-là, le directeur sportif c'est Antero Henrique, les discussions avec l'Ajax sont réelles, Paris veut vraiment récupérer le joueur, de Ligt est vu comme le remplaçant de Thiago Silva qui arrive sur la fin de sa carrière au PSG et plusieurs options sont évaluées. Quelques mois plus tôt, le club a fait Paredes, on est à une période durant laquelle le PSG doit vraiment faire attention à ses finances et de Ligt ça coûte très cher. Pour rappel, il signera à la Juve contre 75 millions d'euros. Antero veut le faire parce qu'il a raté De Jong quelques semaines avant, c'est une question d'ego, tout le monde veut le joueur et Antero veut se racheter une image. Baiser tout le monde sur ce dossier, c'est un bon moyen de se racheter, c'est un bon moyen d'enterrer Kimpembe aussi, que lui-même avait prolongé plus ultra revalorisé après la Coupe du Monde. Pour concrétiser cet objectif, le Portugais a quelques idées. Déjà, c'est de recruter malin sur les autres postes. Tuchel veut un milieu de terrain, ça fait plusieurs mois qu'il demande au club de signer Idrissa Gueye, qu'il veut un joueur de ce profil, donc Antero négocie l'arrivée d'Ander Herrera. Ce n'est pas Gueye, mais c'est un joueur qui est en fin de contrat donc qui arrive libre. Il faut aussi Sarabia, qui a une clause libératoire très peu élevée à l'époque, que beaucoup veulent taper, on parlait notamment du Real Madrid, lui il va aller devancer. De mémoire, il paye un peu plus que la clause pour pouvoir étaler le paiement et le transfert sera annoncé plus tard. Le club a besoin de trancher sur la question du gardien, le duo Areola-Buffon ne donne pas satisfaction. Antero a prolongé Areola après la Coupe du Monde, en même temps que Kimpembe, il lui a offert un salaire énormissime, plus de 8 millions d'euros par an, c'est l'un des gardiens les mieux payés de la planète, ce qui fait que s'en séparer sera très compliqué. Pour Buffon c'est différent, lui aussi a un top salaire, Antero lui a filé 9 millions, mais il est en fin de contrat. L'occasion de rappeler quand même qu'en 2018-2019, le PSG avait 2 gardiens à plus de 8 millions par an. Donc 2 des gardiens les mieux payés de la planète, mais aucun n'avait le niveau. Le plan d'Antero pour ce mercato on ne le connaîtra jamais à 100%. Il y avait aussi le projet d'avoir une équipe réserve en Ligue 2, sur le long terme ça aurait pu ramener beaucoup d'argent, mais sur cet été-là j'ai l'impression que le plan c'était surtout de faire de Ligt. Ça ressemblait un peu au mercato de l'année précédente. Quand il veut à tout prix faire Kanté, il n'a que ça en tête et il n'a pas vraiment de plan à côté. C'est Kanté ou rien. Tout sur Kanté, on priera pour le reste. Ce qui amène le PSG à ne pas signer de milieu de terrain, ce qui était pourtant l'objectif principal, à côté d'un offensif et de 2 latéraux. Bon, vous connaissez déjà cette histoire, Antero va quitter le PSG, Leonardo va le remplacer et l'option de Ligt va être abandonnée. Cette option elle était chère, elle était très chère, je crois que de Ligt niveau salaire c'est 10 millions par an. À cette époque le club a Silva à quasi 20 millions, Marquis à moins de 15 et Kimpembe à 8. Déjà là, ce n'est pas raisonnable, 3 top salaires pour 2 postes, c'est difficilement tenable, surtout si autour tu as d'autres anomalies. Ajouter 2 Ligt au 3 sur le papier c'est magnifique, sportivement c'est formidable, mais économiquement c'est une catastrophe. À la place, ce que fait Leonardo, c'est qu'il ferme le dossier de Ligt. À un moment, on avait quand même parlé d'une vente de Kimpembe pour faciliter le transfert du néerlandais. Ça aurait pu être intéressant économiquement, à terme ça aurait surtout été obligatoire. Une charnière de Ligt Marquis serait imposée, mais Leonardo a exclu cette possibilité. D'ailleurs, je n'ai pas honte de dire qu'à l'époque, j'étais à 200% pour la vente de Kimpembe. Sa saison était mauvaise, sa fin de saison était catastrophique, et il y avait la jurisprudence Areola, la jurisprudence Draxler. C'est soit tu vends maintenant, soit t'as un poids mort sur le banc à 8 millions par an, donc qui est invendable. À l'époque, Leonardo m'a donné une leçon, et il m'a fait changer d'avis.
Ce qu'a fait Leonardo est assez simple, déjà il a essayé de comprendre la situation, de comprendre pourquoi Kimpembe allait mal. Il y avait le match face à Manchester, il y avait la rumeur de Ligt, il y avait la pubalgie et il a fait un choix, il a investi sur une solution. Celle de faire confiance à Kimpembe, de le laisser se remettre en forme physiquement, de le stimuler en recrutant un challenger à son poste, un joueur avec un salaire inférieur qui arrive en étant clairement en dessous de lui dans la hiérarchie, et pour finir il a évoqué une prolongation. Je me souviens qu'à l'époque, c'était en cours de saison dernière, quand l'annonce de la prolongation de Kimpembe a pop dans la presse, je n'ai absolument pas compris pourquoi il était prolongé. Le joueur avait déjà un top salaire, il y avait encore 3 ans de contrat, je ne voyais pas du tout pourquoi Leonardo avait décidé de s'activer sur ce dossier en particulier, ça n'avait aucun sens. Puis avec le temps j'ai compris en observant Flamengo par exemple. J'ai compris en observant les mercatos de Leonardo dans le contexte de ce PSG. J'ai compris en vivant aussi, en grandissant. En gros, ce qu'il y a à comprendre dans toute cette histoire, ce qui est peut-être faux mais ce qui a fonctionné dans le cas de Kimpembe, dans le cas du PSG pour sa défense centrale, c'est un truc qui fonctionne aussi dans d'autres domaines. En bourse, on dit qu'il faut acheter au son du canon, donc se placer quand la situation est délicate, que les autres se retirent, n'ont plus confiance, suent, et il faut vendre au son du clairon, donc se retirer quand tout va bien, quand tout semble bien aller, parce qu'après la hausse, il y a la baisse. Vendre au son du clairon, pour le foot, on peut l'utiliser dans le cas d'une prolongation de contrat. Si le joueur est au top de sa forme, que sa cote est au max, c'est sûrement le pire moment. Vaut mieux ne pas se placer à ce moment-là. En général, tu ne gagnes pas en investissant comme ça. Sur le long terme, tu es perdant. D'ailleurs, Antero nous l'a prouvé avec Areola à plus de 8 millions par an. A l'inverse, Flamengo, en investissant à chaque fois sur des joueurs en difficulté dans leur club, genre Gerson à la Roma, Pedro à la Fiorentina ou Gabi à l'Inter, ils ont investi au son du canon et ils ont gagné. Pareil pour Leonardo, Keane était en difficulté, Florenzi était en difficulté, Navas était en difficulté, Kimpembe était en difficulté, Icardi était en difficulté, Rico était en difficulté, Rafinha était en difficulté, et c'est à ce moment-là qu'il s'est placé sur eux. Il a analysé la situation, observé leur courbe de performance, compris pourquoi ils étaient en difficulté. Pour Navas n'était pas sportif, donc assez facile à analyser, mais il aurait pu penser qu'il était trop vieux, que l'investissement n'en valait pas la peine. Et au final, sur le moment, en l'état, il a jugé que tous seraient de bons investissements en fonction du rôle qu'on allait leur donner. Dans le cas de Kimpembe, le joueur avait besoin de se remettre en forme, d'avoir un vrai challenger, mais il avait surtout besoin d'être mis en confiance. Et Leonardo, simplement en évoquant une prolongation quand autour de lui la presse l'annonçait comme potentiel sacrifié, il l'a complètement transformé. Il a retrouvé un joueur impliqué, un joueur de qualité qui signe de bonnes performances, qui est devenu un leader du vestiaire, un cadre de l'équipe, et il a obtenu tout ça en lui faisant confiance, juste en lui faisant confiance. Le joueur avait un poids sur le dos, il n'avait pas les idées claires, n'était plus concentré à 100%. Leonardo a réglé ses problèmes, il s'est placé sur lui. Voilà, c'est peut-être un détail qu'il faut prendre en compte pour Romagnoli. C'est peut-être un détail qu'il faut prendre en compte pour l'anglais. Faut comprendre pourquoi ça ne va pas, faut essayer de comprendre comment cette situation est arrivée, comment la renverser, et si c'est faisable, il faut le faire. Une fois que ce sera fait, tu auras un joueur au top prêt à mourir pour toi. Il sera même meilleur qu'avant. D'ailleurs pour Romagnoli, quand son club allait mal, qu'il avait des propositions de l'Atlético sur la table et qu'il aurait pu forcer son départ, il ne l'a pas fait, il a fait confiance à son club. Il a agi comme un capitaine qui n'abandonne pas son navire et ce serait con de voir le navire jeter son capitaine à l'eau quand la situation change. Le cas Mbappé peut aussi être analysé. Chez les supporters, il y a beaucoup d'enfants qui aimeraient le voir partir, mais les enfants, souvent, ils se lassent de ce qu'ils ont et ils veulent ce qu'ils n'ont pas. D'ailleurs, un enfant est très rarement un bon conseiller financier. Bref, j'avais d'autres choses à dire. Je voulais notamment parler de Tomori, développer davantage certains points, mais je ne vais pas le faire déjà là, je pense que la vidéo va durer 40 ans.